Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Nous évoquerons aujourd'hui, donc ce mercredi 13 janvier, on reviendra sur le tremblement de terre à Haïti avec une association nîmoise. Nous parlerons également football avec le drame qui a touché des membres de l'équipe togolaise après l'attaque d'un bus, et nous parlerons, pour parler plus gai, le flamenco fête ses 20 ans cette année. Nous reviendrons donc sur cette édition du flamenco et nous commençons tout de suite avec la météo. Météo France a enlevé son bulletin d'alerte orange qui touchait quelques départements encore dans le nord. Demain, des pluies modérées à fortes sont attendues dans notre département. Des pluies tomberont également sur les sommets à partir de 600 mètres. Soyez donc toujours prudents. Demain, le vent également se renforcera pour atteindre 70 à 90 km/h sur les côtes. On va donc débuter ce journal. Je vais retrouver mes fiches avec Haïti. Le tremblement de terre de magnitude 7 sur l'échelle de Richter qui a touché donc cette nuit Haïti affecte particulièrement une association nîmoise. L'APM, Association pour la promotion des arts du monde, collecte depuis 20 ans via ses expositions d'œuvres haïtiennes des fonds. Ces fonds destinés au financement de 3 institutions qui œuvrent pour la scolarisation de jeunes issus de bidonvilles, de la Cité du Soleil ou encore pour donner à des jeunes filles des rudiments de lecture et de puériculture. Face à la catastrophe, l'APAM lance un appel aux dons. Olivier Michel. Nous sommes absolument consternés et catastrophés par cet événement, c'est-à-dire ce terrible tremblement de terre de force 7 qui a anéanti Haïti. Port-au-Prince est un champ de ruines et même les hauteurs sont touchées jusqu'à la ville de Jacmel sur la côte où il y a d'énormes dégâts et des gens en souffrance, des milliers de morts probablement. Alors, l'APAM s'investit dans 3 établissements là-bas. Est-ce que vous avez des nouvelles ? Nous avons quelques nouvelles qui ne sont pas bonnes, vous vous en doutez. D'abord pour l'établissement de Jacmel, c'est-à-dire Alcibiade Pomerac, où nous intervenons pour un repas par jour pour les 800 élèves. Eh bien, l'école primaire a été complètement détruite par le tremblement de terre et il y a un mort. Quant à nos écoles dans le bidonville de la Cité Soleil et à Cazaux, nous n'avons pas beaucoup de nouvelles, mais nous savons qu'elles sont durement touchées. Également, les orphelinats de Sœur Teresa, que nous aidons depuis quelques années également, sont touchés, mais il n'y aurait pas à déplorer de victimes dans ces orphelinats. Alors l'association se mobilise, qu'est-ce que vous proposez ? Alors nous proposons que les gens qui nous connaissent, qui nous aident depuis des années, peuvent envoyer des chèques à l'ordre de l'APAM, à notre trésorier, monsieur Jean-Pierre Julien, rue Saint-Léonard à Bernis, 30 620. Tous les fonds récoltés seront donnés à la presse écrite, parlée et télévisée, de façon à ce que vous sachiez où va l'argent et où a été affecté tous les dons. La deuxième partie de saison de Ligue 2 de football débute vendredi. L'équipe de Nîmes, 9e, se déplace à Vannes, 11e du classement. Jean-Michel Cavalli organise aujourd'hui sa première conférence de presse de l'année 2010. Après le mitraillage vendredi du bus de l'équipe de football togolaise, l'entraîneur nîmois est revenu sur le drame de la Coupe d'Afrique des Nations qui a touché l'équipe du Togo et par là même Jonathan Haïté, l'avant-centre du Nîmes olympique. On écoute Jean-Michel Cavalli au micro d'Olivier Michel. Jonathan, je l'ai eu continuellement au téléphone. Ce qui est arrivé est catastrophique et désastreux et n'a pas de qualification, pour moi de qualificatif dans le football. C'est ignoble. Et j'espère que Jonathan ne sera pas trop traumatisé. Parce que là, c'est toujours à chaud. Et puis après, les choses vont revenir. Voilà. Et ce que je lui ai dit, c'est qu'il pense bien à sa santé, qu'il pense bien à se préserver, parce qu'il est toujours là-bas. Ils vivent toujours dans l'angoisse, puisqu'ils vont assister aux obsèques vendredi. Le chef de l'État les a réquisitionnés jusqu'à vendredi. Donc voilà, mais qui viennent rapidement nous rejoindre, surtout pour se retremper dans une ambiance qui va peut-être lui faire oublier ce drame qui s'est passé. Voilà. Et on sera toujours très très près de lui, d'abord sur le plan humain, parce que c'est ce qui est le plus important. Et puis s'il récupère bien, tant mieux pour nous et pour lui. Jean-Louis Gazot, président du club, s'est également exprimé sur ce drame qui touche le monde du football. On l'écoute cette fois-ci au micro de Nicolas Fabre.
C'est un acte de guerre. Hein. Donc il y a Jonathan, mais il y a toute l'équipe du Congo, il y a tous ces dirigeants. Pour le football, c'est un nouveau coup dur, hein, puisque le football n'y est pour rien, a été pris pour cible. Bon, quant à Jonathan, c'est vrai qu'on s'est inquiété de suite de son état de santé. Et il y a Philippe Goursa qui l'avait eu pratiquement 1 heure après les fêtes. Bon, Jonathan, comme vous le savez, est sain et sauf, il n'a pas été blessé. Bon, il a été très très choqué, très choqué. Donc il y a eu cette décision d'annuler leur participation à la CAN. Donc Jonathan va nous rejoindre assez rapidement, j'espère. On prend des joueurs de qualité comme John, il faut s'attendre à ce qu'ils soient sélectionnés. C'est un honneur pour le joueur, c'est un honneur pour le club. Bon, mais je regrette que John n'ait pas eu l'occasion effectivement de se mettre en vitrine, parce que la CAN c'est une vitrine pour lui aussi. Donc c'est regrettable de ce côté-là. C'est une chance pour lui et pour nous qu'effectivement il n'ait rien. Les coups de téléphone, mais le mot d'ordre qu'il y a eu au sein du club, c'est de le laisser tranquille, parce que bon, il a eu beaucoup de sollicitations, qu'elles soient médiatiques, qu'elles soient amicales. Donc je pense que pour l'instant, le mieux et le service qu'on peut lui rendre, c'est de ne plus lui reparler de cela. Voilà, Jonathan Haïté, vous avez compris, il faut éviter de lui parler du sujet à son retour. Prochain match, en tout cas pour les Crocos, ce vendredi contre Vannes. Le social maintenant, le syndicat national des policiers municipaux et l'ACFTC ont débuté une grève des PV ce mardi. Ils se sont également associés aux gardes champêtres du même syndicat. À Nîmes, Alain Bellon a rencontré les porte-paroles de ces syndicats pour connaître leurs revendications. Le syndicat national des policiers municipaux a lancé un appel à la grève des PV ce mardi. Il réclame des négociations sociales et salariales. Dans un premier temps, nous voulons que nos grilles salariales soient remontées. Nous avons trop d'écart par rapport à la police nationale. Actuellement, pour des mêmes grades et sur 15 ans, par exemple, de travail effectif, nous avons des écarts de 600 €. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a des bonifications d'1 an tous les 5 ans. Avec l'allongement du temps de travail, on ne va pas avoir des policiers municipaux qui, à 65 ans, vont se retrouver sur le bitume. Un policier municipal aujourd'hui qui part en retraite, c'est moins de 1 000 € par mois de retraite. C'est inconcevable. Nous demandons l'intégration de nos primes dans notre retraite. Et ça, ce sont des revendications que nous tenons absolument. Les gardes champêtres CFTC SNPM suivent le mouvement des policiers municipaux, mais eux aussi ont des revendications bien spécifiques. Au sein du SNPM, depuis longtemps, la fusion du cadre d'emploi des gardes champêtres avec celui des agents de police municipale. Nous gagnons quand même 300 à 400 € de moins qu'un policier municipal. Pour la retraite, c'est pareil, la retraite des gardes champêtres est à 65 ans, alors qu'elle est moindre pour les agents de police municipale. Nous demandons à avoir la même formation que les policiers municipaux et une formation continue obligatoire que nous n'avons pas. Au même titre que les policiers municipaux, nous demandons à ce que l'armement soit obligatoire en armes de 4e catégorie. Ces revendications ont été faites auprès du secrétaire d'État Alain Marlex, secrétaire d'État aux collectivités territoriales, ainsi qu'au ministère de l'Intérieur. Un rapport a été réalisé sur l'attente des policiers municipaux. Pour le syndicat CFTC SNPM, le rapport Ambrogiani a été modifié dans sa version finale. On sait que dans le rapport Ambrogiani, il y avait plusieurs pages sur le social et que cette partie-là a totalement disparu lors des négociations. Ce qu'on voudrait retrouver, c'est cette partie sociale afin que notre police municipale soit valorisée au niveau où elle doit l'être. Le syndicat CFTC SNPM a appelé à la grève le 4 février. Direction Vatel, l'établissement hôtelier nîmois, et à la découverte avec Johan Lastry de la société nouvellement créée Mariage Côté Sud, un concept qui réunit des partenaires de prestige pour faire de votre mariage un moment encore plus inoubliable. Un reportage qui pourrait bien donner des idées et pourquoi pas des demandes en mariage. Olivier Michel, peut-être futur marié. Il aura fallu 2 ans pour que le réseau de Johan Lastry, responsable mariage de l'hôtel Vatel, se transforme en société. À force de conseiller les futurs mariés dans les choix de leurs différents prestataires, entre robes, dragées, traiteurs ou voituriers, il a créé Mariage Côté Sud. Cette société réunit 25 partenaires dits de prestige, puisque rigoureusement sélectionnés. Je choisis mes partenaires en ayant déjà, dans un premier temps, travaillé avec eux, pour voir la réalisation de chacun de leurs produits. Moi, je vois un photographe, par exemple, une charte de qualité, il appelle le traiteur qui connaît parce qu'il fait partie du réseau, et il dit « Excuse-moi, on aura une demi-heure de retard ».
car il y a un beau soleil et j'ai eu envie de prendre des belles photos. La réponse du traiteur, pas de problème. D'abord le client, après la manifestation. Aujourd'hui, chacun des partenaires de ce réseau travaille ensemble, si vous voulez. On les met en contact pour qu'ils réalisent au mieux la prestation. Et dans cet univers où les wedding planners comprenaient les organisateurs de mariages clés en main, on le vend en poupe, Mariage Côté Sud a tenu à innover en offrant tout bonnement aux futurs mariés leur voyage de noces. Cette idée, c'était de faire un plus aux clients tout en gardant nos tarifs. Chacun des partenaires mis en réseau, chacun des commerçants que le client va choisir dans notre concept, dans notre site, sur notre guide de référencement, va devoir reverser un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec le client sur une liste de voyages ouverte au nom du client et ce, chez Havas Voyage, notre partenaire français. Chaque partenaire, en plus de son abonnement annuel, reverserait donc ainsi 7% du montant de la prestation. Côté futur marié, pour un mariage avec une centaine d'invités, le budget, selon vos choix, oscillerait lui entre 15 et 20 000 euros. Pour en savoir plus, Mariage Côté Sud fera son show les 23 et 24 janvier prochains à l'hôtel Vatel. Les futurs mariés pourront y vivre la journée d'un mariage de prestige type, l'occasion de tester la qualité des prestations, grandeur nature. 20 ans pour le festival de flamenco qui a débuté jeudi dernier. Hier soir, vous avez pu apprécier le chant de Maïté Martine. Pour le programme du jour, chant toujours avec El Cabrero au Théâtre de Nîmes à 20h. Christophe Ché a lui rencontré le directeur du Théâtre de Nîmes qui nous parle du festival. Véritable programmation dans la programmation générale de la saison du Théâtre de Nîmes, le festival de flamenco a aujourd'hui atteint son rythme de croisière, avec un public fidèle et des artistes qui ont pris leurs habitudes dans la cité des Antonins. À Nîmes, le flamenco est désormais synonyme de communion, de partage et de confiance mutuelle. Ils ont tous répondu présent, c'est ça qui est très beau aussi dans cette relation qu'on a avec tous ces artistes, c'est que quand on leur a fait part de ce projet, ils ont tous répondu présent et on n'avait pas forcément les moyens de faire ça comme ils ont l'habitude qu'on le fasse, mais ils sont là et c'est ça qui est vraiment extrêmement émouvant aussi pour nous, c'est de toucher du doigt leur fidélité au Festival de Nîmes. Une fidélité qui s'est traduite au fil des années par une évolution constante du nombre de spectateurs et qui est allée de pair avec un élargissement progressif de la programmation. Sur les 5 dernières éditions, Nîmes s'est doté d'un véritable festival de flamenco, grand format, capable d'intéresser les inconditionnels de cet art, mais également un plus vaste public. Avec un profil de public à la fois très varié, mais en même temps très public du théâtre aussi dans la saison. C'est ça qui est très particulier dans ce festival, c'est que c'est une sorte de parenthèse dans la saison, mais en même temps c'est complètement partie intégrante de la saison. Et je vois que, par exemple, tous les spectacles du festival qu'on met à l'abonnement dès le début de la saison, eh bien, ils sont remplis d'abonnés qui l'intègrent dans leurs abonnements. Et donc, c'est vraiment... ça fait partie d'un tout, en réalité. Si le festival de flamenco aspire aujourd'hui à une certaine universalité, c'est aussi parce que le panorama des spectateurs a su toucher de nombreux pays étrangers, et pas seulement de culture latino-méditerranéenne. On a des spectateurs qui viennent beaucoup du nord de l'Europe, de Belgique, d'Allemagne, de Hollande, on a même des Danois qui sont là, et puis après de toute la France évidemment, mais c'est vrai que le Festival de Nîmes maintenant déborde largement des frontières de la France, mais plus seulement vers l'Espagne, vers aussi tout le reste de l'Europe. Un public qui viendra en nombre applaudir le show apocalyptique d'Israël Galvan, l'un des spectacles qui risque d'afficher complet. Toutefois, celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de se procurer un billet pour les spectacles les plus demandés pourront se faire inscrire sur une liste d'attente. Des désistements de dernière minute font chaque année le bonheur des amateurs de duende, qu'ils soient avertis, débutants ou tout simplement passionnés. Et hier soir, c'était Maïté Martine qui chantait au Théâtre de Nîmes. Nous aurons l'occasion de la retrouver demain
avec Christophe Shea qui a une interview de la chanteuse. Ce soir, chante toujours avec El Cabrero. Demain, ce sera Rafael de Utrera au chant et Maria José Franco pour la danse. Nous y reviendrons évidemment dans nos éditions prochaines. Et je termine avec une information tauromachique. Le torero Marc Serrano, je l'évoquais déjà dans notre flash, fêtera ses 10 ans d'alternative en juin. Et événement, il va pour sa première corrida de l'année toréa en Espagne à Aralvir, dans la province de Madrid. Ce sera le 13 février prochain. 6 taureaux de Juan Albarrán pour Marc Serrano, Sanchez Vara et Andrés Palacios. Et ce soir, dans Tendido Sud, à suivre à 21h, Christophe Shea reçoit Patrick Oliver. À 20h, tout de suite, c'est Suivre l'étoile. On parle notamment d'Invictus, le dernier Clint Eastwood. Nous parlerons à 21h, comme je vous l'ai dit, de Tendido Sud, suivi de Suerte. Il revient sur le festival de Kessargues. Voilà pour votre soirée taureau. Tout de suite, c'est le cinéma. Bonne soirée à tous en notre compagnie sur Télé Miroir.